Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous en direct ce soir. Il est 18h, allez, 33. Merci d'être là pour ce Bourse Live qui a pour objectif de vous expliquer comment faire pas à pas pour vous constituer un portefeuille 100% ETF. C'est la deuxième édition de ce webinaire parce qu'on a estimé que pour beaucoup d'investisseurs débutants, et même plus confirmés, investir en passant uniquement par des ETF, ça présentait de nombreux avantages. Lesquels, me direz-vous? Justement, c'est ce qu'on va voir, mais c'est d'ailleurs pas tout. On va revenir sur le fonctionnement même des ETF, leurs caractéristiques, et même des exemples pratiques des portefeuilles types. Vous allez voir, ça c'est super utile. Pour vous expliquer tout ça ce soir, qui mieux que le partenaire de Boursorama dans le domaine des ETF? Je veux bien sûr parler d'iShares, avec deux visages que vous connaissez d'ailleurs très bien si vous suivez régulièrement 100% ETF, l'émission vidéo, bimensuelle, 2 fois par mois, à comprendre et bien utiliser les ETF. Je veux parler bien sûr d'Isor Chaban et d'Arnaud Gian, respectivement directrice vente iShares France et directeur iShares France, tous les deux chez BlackRock. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. On est ensemble pour 45 minutes, sans doute un petit peu plus si vous avez des questions. Vous connaissez la musique, vous pouvez en poser tout au long de ce moment de direct. Vous en avez déjà posé au moment de l'inscription. On a inscrit et qu'on posera à nos deux experts ce soir. Voilà, de toute façon, on se lance tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Isor, en répondant peut-être à cette question pour commencer. Que se posent peut-être certains des gens, des clients de Boursorama qui nous regardent ce soir ou des gens qui se sont inscrits. Attendez 5 minutes. Moi, je pensais qu'on se constituait un portefeuille avec des actions. C'est vrai qu'on. C'est un peu le premier réflexe. Effectivement, je pense qu'en tout cas en France, c'est un réflexe qu'on connaît bien. Je pense qu'on associe en fait le fait d'investir en bourse avec peut-être l'idée de tomber sur la perle rare, c'est-à-dire l'action dont le cours va grimper et grimper vite. C'est très tentant, on en rêve tous. Mais bon, effectivement, c'est quelque chose qui est quand même assez risqué et qui est une vision assez court terme de l'investissement. Je vais peut-être prendre juste un exemple assez simple. Un investisseur qui a investi en début d'année, par exemple, sur Apple ou sur Tesla, il est effectivement positif, en performance positive maintenant. Mais s'il avait fait le même choix 5 mois plus tôt, l'histoire serait complètement différente. Dans le cas d'Apple, il serait à peu près à l'équilibre. Dans le cas de Tesla, il serait en négatif. Ce que ça veut dire, c'est simplement que quand on investit sur une action en particulier, c'est un moyen d'investir en bourse, mais c'est quand même relativement risqué puisqu'en fait, on concentre son risque, qui est le risque de fluctuation à la baisse, sur une société en particulier. Il y a d'autres moyens, c'est notamment les fonds. Et les fonds, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont investir sur un panier d'actions, une dizaine, voire des centaines et des milliers dans certains cas. Bon, alors, on voit justement qu'on peut donc se constituer un portefeuille avec des fonds. Mais là, on retrouve justement une distinction sur la slide qui a été présentée ou qui va l'être entre fonds à gestion active, fonds à gestion indicielle. Et là, les investisseurs les plus novices se disent « Oh là, déjà, ça commence bien, je suis largué. Est-ce qu'on peut revenir sur le concept, sur les deux concepts et comprendre la différence entre les deux ?» Oui, bien sûr. Alors, c'est effectivement, on va dire, deux familles de fonds. Donc, dans les deux cas, on reste sur des outils qui vont être investis sur un panier de titres, donc diversifiés à chaque fois. La différence, en fait, c'est que la gestion active, elle va chercher à surperformer un indice. Alors, je vais peut-être rappeler ce que c'est qu'un indice. Un indice, c'est le baromètre, en fait, de la bourse. Quand on dit en France, la bourse grimpe, elle est à 7000, etc., on fait référence à l'indice CAC 40, qui, en fait, regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc, dans la gestion active, on cherche à surperformer. Comment on fait ça? C'est qu'on va avoir une équipe de gérants, d'analystes, de chercheurs qui vont vraiment décortiquer les bilans financiers, qui vont regarder tout ce qui se passe au sein d'une entreprise et appliquer ensuite leurs propres convictions sur les sociétés qu'ils vont sélectionner, celles qu'ils pensent pouvoir surperformer justement l'indice général. Dans le cas de la gestion indicielle, dans laquelle les ETF se logent, on n'est plus du tout sur ce type de gestion. On cherche à répliquer l'indice et non à le surperformer. Et en fait, on le fait de manière très systématique. On utilise la technologie existante, les données qui existent sur les sociétés, ce qui va nous permettre de répliquer l'indice avec des économies d'échelle et des coûts bas. Mais on pourrait se dire que... pourquoi se contenter de répliquer l'indice quand on peut vouloir faire mieux? Il y a souvent ce match entre gestion active et gestion indicielle. Exactement. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand on regarde un petit peu au niveau des ETF, qui cherchent donc à répliquer l'indice, pourquoi s'en contenter? Simplement parce qu'on voit qu'en fait, la granularité des ETF, elle va vous permettre de regarder assez finement et de surperformer au travers de l'allocation et des choix d'allocation que vous faites. Donc, on voit en fait que surperformer, c'est souvent pas simplement au sein d'un propre marché, par exemple la France, mais c'est plutôt en se disant est-ce qu'il vaut mieux investir aujourd'hui sur les US plutôt que l'Europe ou vice-versa. C'est une gestion active de sa gestion passive. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, la thématique de ce soir, c'est justement
construire son portefeuille avec des ETF. Vous l'avez déjà un petit peu expliqué, Isor, l'occasion de revenir un petit peu en détail sur ce qu'est un ETF et comment il se comporte. Oui, alors déjà, peut-être la terminologie en elle-même, parce que ETF, ça reste un acronyme anglais, Exchange Traded Fund, comme vous pouvez le voir sur la slide, ce qui veut dire fonds indiciel coté en bourse. En fait, c'est assez simple. Ce qu'on essaye de faire avec un ETF, c'est de prendre un petit peu les meilleurs côtés, les meilleures caractéristiques de l'action et du fonds. Les meilleures caractéristiques de l'action, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est coté en bourse. Ce que ça veut dire, c'est que comme quand on regarde une action, quand vous regardez un ETF, vous allez voir le prix fluctuer en temps réel, en toute transparence, tout au long de la journée. Après, les bons côtés des fonds, c'est effectivement cette diversification par construction. On n'est pas sur une seule société, on n'a pas un risque très ciblé, on est diversifié sur un panier de titres. Vous l'avez dit, Isor, mais sur un fonds classique, il n'est pas coté en continu. Exactement. Ouais. Non, ça c'est une grosse différence. Sur un fonds classique, vous allez avoir une valorisation qui va être faite en règle générale en fin de journée. Sur l'ETF, vous voyez exactement ce qui se passe. Je pense même que la transparence, elle va au-delà de la transparence sur le prix qu'on voit fluctuer du coup en continu. C'est également une transparence sur les actions qui sont investies au sein de l'ETF. Oui, dans un fonds classique de gestion active, vous pourrez le voir peut-être une fois par mois, ça dépend un petit peu des gérants. Dans le cas de l'ETF, tous les jours, c'est visible sur le site de Boursorama, sur le site d'iShares, donc en toute transparence. Je me tourne vers Arnaud. Arrivé à ce stade, on va dire, tiens, ok, j'ai compris la mécanique, mais pourquoi il serait finalement intéressant de se faire un portefeuille boursier 100% ETF? Quels seraient les avantages concrets par rapport à un portefeuille traditionnel comme celui que j'évoquais au tout début finalement? Je pense que je vais reprendre quelques points et peut-être essayer de les illustrer donc en gardant le slide en tête. Donc on a évoqué en fait la diversification. La diversification, déjà, on peut la voir, donc, on l'a dit au travers des fonds, mais encore plus au travers d'ETF. Il y a différentes indices qu'on a évoqués. Il y a des indices qui sont plus concentrés, donc c'est-à-dire avec moins de valeur à l'intérieur. On évoquait le CAC 40, l'Eurostoxx 50 pour ceux qui connaissent. Et il y a des ETF qui sont sur des indices beaucoup plus larges, donc beaucoup plus diversifiés. Pourquoi est-ce qu'on a envie de cette diversification? Essayer de schématiser très simplement. En fait, la diversification, pour beaucoup, c'est vraiment de la magie quasiment. C'est de se dire que c'est comme si j'étais au casino et que la stratégie de mettre plusieurs jetons devant moi sur la roulette est une stratégie payante. Parce qu'en fait, pour un même risque donné, on va améliorer l'espérance de gain. Donc c'est vraiment quelque chose de très important lorsqu'on constitue un portefeuille et pour quelqu'un d'averti comme pour quelqu'un qui démarre. Qui débute, oui. Le deuxième, les coûts faibles, on l'a évoqué. C'est exactement, je vais faire quelques analogies, j'ai envie ce soir. Allons-y. Il est en vert, Arnaud. Je veux une table. Soit je vais acheter une table qui est déjà prête, soit je vais me dire que ça va me coûter moins cher d'acheter le bois, d'acheter les vis, d'acheter les outils, de construire moi-même, etc. Donc en fait, il y a un vrai travail lorsqu'on se dit, OK, je m'y connais dans l'économie, ou il y a une entreprise que je connais, etc. De constituer un portefeuille, c'est non. C'est le sur-mesure contre le... Voilà, exactement. Et souvent, en fait, on peut se dire, si je le fais moi-même, c'est moins cher. En fait, là, sur les ETF, lorsqu'on parle de frais de gestion, on parle de frais de gestion qui sont quand même très faibles, grâce en fait à des économies d'échelle dans le processus de gestion, on a dit. On n'a pas besoin de toute la recherche et tous les gens on rappelle en moyenne peut-être les frais, Arnaud, justement. Les frais de gestion entre 7 points de base à 20 points de base pour... Donc 0, en pourcentage, parce que les points de base... 0,07 ou 0,2. Voilà, exactement. Donc en termes d'érosion, c'est assez faible. Quand au regard de la performance des marchés actions ou des marchés obligataires année après année, c'est pas ce qui va faire la différence sur vraiment le coût final pour un investisseur. Et le dernier point, transparence et liquidité, on l'a évoqué, c'est un marché extrêmement régulé. Donc extrêmement transparent. On a l'indice qui est disponible par transparence, mais l'ETF aussi, qui se doit quotidiennement de pouvoir afficher tout ce qu'il a. Et donc si vous avez une entreprise en tête en disant j'aime bien cette entreprise, donc je vais regarder où est-ce que cette entreprise va figurer dans un ETF, on peut le faire très simplement. Très facilement. Quand je vous écoute comme ça, je me dis, il n'y a que des avantages. Est-ce qu'il y a quand même quelques inconvénients ou quelques particularités à bien avoir en tête avant de se lancer? Eh bien, on a évoqué la gestion traditionnelle, plus active. D'ailleurs, vous l'aviez opposée à la gestion indicielle. On peut aussi se dire
que quand on voit des parcours boursiers, on a évoqué quelques noms, ça fait rêver. En fait, sur un ETF, on va avoir, le but c'est d'avoir la performance d'un indice. Oui. On ne va pas, en tout cas de manière significative, surperformer ce baromètre. Il faut savoir sur quoi on s'engage. On va faire ce baromètre et effectivement, on va renoncer au fait de pouvoir faire 3 fois mieux ou 4 fois mieux. Donc effectivement, il y a cette renonciation qu'on va faire, mais encore une fois, pour peut-être qu'on s'épargne de faire 2 fois pire aussi. C'est aussi l'avantage. C'est vrai. Ouais. Donc effectivement, il faut avoir en tout cas, non pas ce risque, mais ça bien à l'esprit. Ça, un peu coûteux en frais, transparent, liquide. Bon, les avantages, on les a bien. Au sein d'un portefeuille traditionnel, quand même, Arnaud, on peut inclure plein de choses, plein de catégories d'actifs différents. Est-ce que c'est aussi vrai pour un portefeuille 100% ETF? On pourrait se dire, ah ouais, mais je vais peut-être être plus limité dans les choix que je peux faire. Alors, le choix est très très large parce qu'on parle déjà dans la conception d'un ETF, c'est quand même plus simple à concevoir. Donc, il y a eu énormément de lancements de nouveaux ETF. Heureusement, Boursorama aide à filtrer et à catégoriser pour pouvoir s'y retrouver. Mais on va avoir à peu près tous les types d'actifs disponibles au sein d'ETF particuliers. Donc souvent, on a effectivement en tête des grandes catégories, donc la catégorie action, la catégorie obligataire, la catégorie des matières premières ou même des secteurs type immobilier qu'on connaît bien. On va pouvoir les retrouver au sein du catalogue, j'ai envie de dire, des ETF, et donc de pouvoir, encore une fois, ajouter de la diversification à la diversification. On a dit en fait que ça avait un vrai intérêt pour tout le monde, et là en fait on va pouvoir vraiment optimiser cet intérêt, et donc de pouvoir concevoir ce portefeuille le plus équilibré et représentatif de ce que l'on veut faire en tant qu'investisseur. Bon, quand il l'explique comme ça, Arnaud, je me dis que non seulement c'est possible, mais qu'en plus c'est une bonne idée finalement de constituer ce portefeuille 100% ETF, Isor. Une bonne idée et également assez simple, parce que peut-être pour ajouter sur certains des avantages que mentionnait Arnaud, je pense que le premier point c'est la facilité. En fait, on le fait en quelques clics sur Boursorama Banque. Acheter un ETF, c'est simple. Et je précise aussi qu'on a parlé des frais de gestion qui sont donc relativement faibles, mais également après les frais de courtage, c'est-à-dire les frais d'achat ou de vente de l'ETF qui, dans le cadre de la majorité des iShares, sont gratuits sur Boursorama. Donc un premier point de facilité. Mais un autre point, je pense qu'on entend souvent, en tout cas quand on questionne les Français sur leur épargne, c'est un petit peu de se dire, oui, c'est bien, mais moi, il faut quand même que je constitue une épargne assez conséquente avant de pouvoir investir. C'est là que les ETF... Je ne suis pas assez riche pour investir. C'est vrai. C'est souvent un premier frein à l'investissement. Et en fait, on voit que sur les ETF, dans le cas des ETF iShares, en tout cas, on peut commencer à investir à partir de 25 €. Donc c'est effectivement, et je rappelle, on mettra en ligne dans quelques jours un replay, un précédent webinaire dans lequel Andrea Daniel, notre chef de produit bourse, expliquait très concrètement, pas à pas, comment acheter, notamment avec la dernière version de notre application, très simplement des actions et notamment des ETF. Donc je vous inviterai à regarder cette vidéo où tout est très bien expliqué une fois qu'on est d'accord sur le fait que c'est une bonne idée. Et c'est là que finalement tout va commencer à se corser, comment on se met concrètement le pied à l'étrier, comment on construit, comment on commence à construire pas à pas ce portefeuille. Alors vraiment pas à pas, on va dire que la première étape, c'est vraiment de se comprendre en tant qu'investisseur. Quand je dis ça, c'est quels sont vos objectifs, quelle est votre tolérance au risque, votre horizon de placement et également vos convictions. Alors, à partir de là, ça paraît assez difficile, mais en fait, je pense qu'on peut peut-être schématiser. Quand on parle d'appétence au risque et de profil d'investissement, en fait, et d'horizon d'investissement, pardon, c'est simplement de se dire, est-ce qu'on est en train d'épargner pour essayer de faire fructifier un petit peu de capital, par exemple, pour dans 3 ans acheter une maison et avoir un apport, ou est-ce qu'on est en train d'épargner pour sa retraite avec un horizon 15, 20, 25 ans dans certains cas? Forcément, ce qu'il en retient, c'est qu'on n'a pas du tout le même risque. On ne peut pas se permettre de prendre le même risque quand on veut acheter une maison dans 3 ans que quand on épargne pour horizon 15 ans. Pourquoi? Parce que le marché, on le sait, il va fluctuer. Il fluctue toujours, notamment avec des chocs à la baisse de temps en temps, mais il a une très bonne capacité de rebond historique. Donc si vous avez plus de temps, vous avez plus de chances de pouvoir bénéficier du rebond et du coup d'être moins sensible à ces fluctuations.
Bon, et là, je vous entends derrière votre écran dire « Oui, mais alors là, moi, j'ai vraiment très peur du risque et je veux vraiment pas m'exposer. Oh là là !» Oui, parce que oui, on ne l'a pas dit, mais les ETF, bien sûr, présentent des risques de perte en capital. Mais vous allez voir dans nos exemples types qu'il y en a pour tous les profils. Voilà, donc ça, c'était en tout cas la première étape. Connais-toi toi-même en tant qu'investisseur et l'horizon d'investissement. La deuxième, c'est justement de choisir ces ETF. Et là aussi, c'est pas le choix qui manque, à tel point qu'on est parfois, comme dans les rayons de supermarché, à force d'avoir 36 sortes de biscuits, on ne sait pas lequel prendre. Oui, effectivement, et je ne vais pas vous aider, parce que c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on sait que le marché des ETF, c'est 10 000 milliards investis en ETF. Et puis, ça continue à progresser. Ça croît, ça a été multiplié par 4 sur les 10 dernières années. Comment s'y retrouver avec tous ces ETF quand on n'y connaît pas très bien en ETF? Voilà. Alors, je pense qu'on peut filtrer. Déjà, je pense que le premier filtre qu'on peut faire... aussi, excusez-moi, pourquoi choisir iShares? Déjà, parce qu'effectivement, Isor l'a évoqué, sur Boursorama, c'est 0 frais de courtage, et ça, c'est quand même un sacré avantage. Alors, pour répondre à la question de Sarah, du coup, pour commencer à filtrer, le premier filtre qu'on peut se dire de manière assez schématique, c'est effectivement, comme tout part de votre appétence au risque et de votre horizon de placement, est-ce qu'il y a des ETF qui sont un peu moins risqués et d'autres un petit peu plus risqués? Il y a 2 catégories, on va dire les grandes catégories, les ETF actions, qui investissent donc dans des paniers d'actions, des parts d'entreprise, et des ETF obligataires, qui vont investir du coup sur de la dette d'entreprise de manière diversifiée. Schématiquement, c'est vrai qu'avec les ETF actions, on a un potentiel de rendement qui est supérieur à celui des obligations, mais on prend plus de risques. Donc c'est déjà un premier pivot qu'on peut mettre en place quand on sélectionne des ETF. Alors commençons par le début, les ETF actions qui représentent un choix important déjà. Un choix très important. Là encore, on peut un petit peu les segmenter par famille. Je vais en nommer 5 ici, on peut le voir sur la slide qui s'affiche. Donc le premier, ça va être les ETF sur les indices, on va dire, grands marchés très généraux. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, le CAC 40 pour la bourse en France. Quand on parle du marché américain, on fait souvent référence en fait à l'indice S&P 500. Qui est un indice large. Exactement. Oui. Un deuxième exemple qui me paraît une deuxième Sarah, famille. Je suis désolé, mais toujours pour répondre à Sarah, peut-être que justement, quand on est très novice et qu'on est un peu perdu, ça peut peut-être aider de commencer par, pourquoi pas, un ETF sur le CAC 40 ou en tout cas sur un indice dont on entend parler tous les jours, parce qu'au moins, on saura que cette variation, peu ou prou de l'indice, elle correspondra à la variation de mon ETF. C'est toujours intéressant. Une façon de voir. C'est toujours intéressant d'investir sur quelque chose qu'on connaît et qu'on comprend. Pour commencer. Après, je pense que quand on est vraiment aussi très novice, il y a aussi un avantage à aller sur quelque chose de très large, extrêmement diversifié. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un indice de type CAC 40, on est quand même sur un indice donc avec 40 sociétés. Donc on est sur une diversification qui est quand même assez limitée. Et on voit au sein de cet indice, certaines valeurs de certains secteurs ont pris beaucoup d'importance. Je pense bien sûr au luxe. Exactement. Peut-être pour une autre famille qui me semble intéressante à mentionner, parce qu'on n'y pense pas intuitivement, c'est les ETF qui vont être, entre guillemets, triés par taille d'entreprise. D'accord. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que quand on investit en bourse, on investit sur les grosses multinationales, L'Oréal, LVMH, etc., Nestlé, alors qu'en réalité, et on laisse un petit peu, on va dire, les petites entreprises, le financement de l'économie réelle, peut-être au crowdfunding ou à ce type de service, alors qu'en réalité, on peut aussi regarder les ETF et sélectionner des ETF qui investissent sur des sociétés de petite taille. Il faut regarder en fait ce qu'on appelle small cap en anglais. Une troisième catégorie après à mentionner qui est intéressante et qui est, pour revenir sur votre point pour Sarah, qui est assez intuitive, ça va être les ETF thématiques ou sectoriels. Quand on est sur un ETF thématique, je vais prendre quelques exemples, en fait, l'exemple, on n'a qu'à dire, par exemple, sur la sécurité digitale. Donc, iShares Digital Securities. Ce qu'on essaye de faire, c'est simplement de cibler au sein de cet ETF les ETF qui vont bénéficier ou les sociétés dont le revenu va bénéficier de la tendance sur le marché de la cybersécurité. Donc si, en tant qu'investisseur, vous croyez à cette tendance de fond, là j'ai pris cet exemple sur la sécurité digitale, j'aurais pu prendre l'exemple de l'énergie renouvelable, de la santé, etc. Vous avez des ETF qui permettent sur lesquels vous pouvez investir. Et comme disait Arnaud, on peut retrouver à tout moment, finalement, même si quelquefois le nom de l'ETF parfois un petit peu complexe, on peut retrouver à l'intérieur assez facilement les sociétés qui le composent, et peut-être là on peut voir un petit peu ce qui est au sein de cet ETF. Vous aurez effectivement toute la granularité, puis après des choses un petit peu plus simples, pays, et là vraiment avec le phénomène de l'entonnoir, on part du monde qu'il est important de mentionner parce que pour les novices, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important en diversification, et ensuite des ETF intégrant des critères de durabilité, donc ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nouvelle question de Sarah qui nous dit si on investit sur des ETF de plusieurs continents,
Est-ce que tout se fait en euros ou pas? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. En fait, c'est au choix de l'investisseur. Donc, pour un même ETF donné, vous pouvez avoir différentes cotations, donc différentes devises de cotation, et vous pouvez sélectionner euro pour un investisseur euro si c'est plus simple pour vous, probablement. Petite question, est-ce que ça veut dire que si j'investis dans un ETF majoritairement exposé à des sociétés étrangères, j'ai potentiellement un risque de change? Oui, c'est tout à fait vrai. D'accord. C'est tout à fait vrai. À partir du moment où vous prenez un ETF, mettons qui est investi sur des sociétés américaines, etc., et que vous l'achetez en euros, sans couverture de change, vous allez être impacté par les fluctuations des devises. Bon, on avait cette question que j'avais gardée pour la fin parce que c'est un grand classique, mais on va la poser directement puisqu'on est sur les actions, autant y rester. Question qui revient très souvent. Francis, que deviennent les dividendes des actions ou rendements autres produits composant un ETF? Question importante. Moi, je veux bien la prendre. Bah oui, Arnaud. Donc, les dividendes à l'intérieur de l'ETF vont être accumulés et réinvestis dans les actions qui est représentées par cet indice. Et ensuite, il y a deux catégories d'ETF. Et donc, la nomenclature, le nom de l'ETF le précise simplement, mais aussi vous pouvez le voir au sein de votre screening. Il va y avoir des ETF qui périodiquement vont reverser l'accumulation de ces dividendes qui ont été perçus. Et donc, le porteur va recevoir, exactement comme une action, un flux et un versement sur son compte, sur son compte titre, ou alors accumulée et donc capitalisante, donc c'est-à-dire que l'ETF va toujours réinvestir le dividende. Et en fait on va voir effectivement le cours de cet ETF être supérieur à la version qui elle va distribuer, détacher au fur et à mesure du temps. Et alors, pour les retrouver très simplement, il y en a un qui s'appelle AC au bout et l'autre qui s'appelle 10. Hein, celui qui distribue, voilà, c'est 10. Et celui qui accumule, qui réinvestit les dividendes, c'est AC. Donc, ils ne sont pas perdus, ces dividendes, ils sont bien là. Voilà pour les ETF actions. Il faut passer maintenant à peut-être... Et là, on est sans doute en territoire un petit peu moins connu. Arnaud, avec vous, là, on va parler ETF obligataire. Et ça tombe moins sous le sens que les ETF actions. Avec plaisir. Donc c'est vrai que c'est plus facile probablement de se projeter quand on parle moi, ça me parle plus, de LVMH ou d'autres, de L'Oréal, j'ai bien aimé. Ou d'Apple. Et donc là, je vais essayer de le rendre le plus sympathique possible. En fait, les ETF obligations, donc, ce sont des instruments de dette à l'intérieur. Donc, on connaît très bien notre taux d'emprunt quand on va prendre un crédit immobilier. Donc là, c'est l'effet inverse. On prête de l'argent. Et comme vous le savez, on est dans un contexte où, effectivement, la rémunération que l'on peut obtenir lorsqu'on prête de l'argent est largement supérieure à ce qu'on a connu sur les 10 dernières années. Donc, il y a un attrait qui est tout nouveau, en tout cas, à cette catégorie. Mais on a eu 15 ans pour développer une gamme extrêmement riche. Et donc, encore une fois, tout comme le marché action, on a beaucoup de granularité, donc de choix. Ce choix, il peut se porter sur, par exemple, des ETF d'obligations avec une certaine maturité. Donc, c'est comme si je prêtais à quelqu'un pour 5 ans, et non pas 20 ans comme un crédit plus classique, ou 10 ans, etc. Donc, je vais pouvoir affiner cela. Je vais avoir donc des ETF sur des obligations d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que le prêt va être fait pour, encore une fois, des entreprises que l'on connaît. Aider Apple à ouvrir une nouvelle usine. Exactement, avec du coup une rémunération un peu supérieure à ce qu'on connaît sur les États, ou en tout cas les États développés en particulier. On va avoir aussi des obligations qu'on appelle à haut rendement. Qu'est-ce que c'est à haut rendement? C'est-à-dire qu'on prête à des entreprises dont la solidité financière n'est pas la même que les grosses un petit peu moins forte, on va dire. Un peu moins forte, et donc la rémunération est supérieure. Un petit peu meilleure. Exactement. Oui. Et donc, et encore une fois, on peut avoir un découpage par zone géographique ou par secteur. Donc, l'éventail est très large. En termes d'intérêt, j'ai envie de dire qu'il y a un accès à cette typologie d'ETF ou d'actifs assez faible, donc un accès facile, un coût très faible. Quand on va réfléchir, derrière le gérant, c'est BlackRock pour le cas d'iShares, c'est-à-dire une grosse société de gestion qui a un accès à ce type de marché qui est assez privilégié. On est normalement sur un marché qu'on appelle de gré à gré.
Donc c'est un peu technique, mais c'est-à-dire que c'est d'investisseurs professionnels à investisseurs professionnels que tout se joue. Et donc le fait d'avoir effectivement cette société de gestion derrière, on a un accès qui est relativement privilégié et qui du coup vous permet en tant qu'investisseur, de bénéficier en fait de ces économies en termes de coûts de transaction, d'acquisition. Ouais. Le deuxième, en fait, c'est que si je décide de prêter de l'argent au travers de l'achat d'obligations, en fait, il y a un phénomène de réinvestissement. Donc là, on parlait pour le cas des actions, des dividendes, on a effectivement des coupons sur le cas des obligations et on a aussi des remboursements au fur et à mesure. Oui. Et donc, il faut les réinvestir, ces remboursements. Donc, si on compare entre le faire soi-même et effectivement acheter un ETF... Et puis tout soit fait automatiquement. C'est exactement, c'est deux mondes différents. Un, la complexité, le coût d'accès. Technicité. Et deux, d'un point de vue chronophage, c'est démultiplié. Donc, il y a vraiment un intérêt encore supérieur, j'ai envie de dire, à avoir recours à un ETF sur la partie obligataire. Et puis on parle coût d'accès, mais on pourrait même parler accès tout court, puisque pour un particulier qui voudrait se lancer sur le marché obligataire, c'est vraiment pas simple. Donc là aussi, une solution très pratique avec l'ETF. Tout à fait. Ouais. Alors, on précise d'ailleurs, pour ceux qui voudraient creuser le sujet, des ETF actions, des ETF obligataires pour qui cette présentation rentrerait pas suffisamment dans les détails, je vous le disais au début du webinaire, on a 100% ETF, on a abordé tous ces sujets, il vous suffit d'aller dans la rubrique vidéo du site Boursorama, vous retrouvez toutes les émissions et vous verrez qu'on a abordé une grande variété de sujets, dont celui des ETF thématiques, des ETF obligataires. On est en train de perdre Isor, qui tousse, mais voilà, on va regarder maintenant justement le principe. On va rentrer dans les portefeuilles types. On sait bien que chaque investisseur va devoir se faire sa propre formule en fonction, bien sûr, de son profil, de son objectif d'investissement, de son objectif souhaité de rendement et de sa tolérance au risque. Mais est-ce qu'à défaut de faire un petit portefeuille sur mesure, pour tous les clients qui nous regardent, est-ce qu'on pourrait avoir plusieurs exemples, et je sais que la réponse est oui, d'un portefeuille 100% ETF, à quoi ça pourrait ressembler selon différents profils. Et là, je crois qu'on a 5 exemples, vous allez forcément vous retrouver dans l'un d'entre eux, à proposer aux gens qui nous regardent ce soir. Avec plaisir, c'était le but. Donc je dirais, au-delà de ce que vous avez évoqué sur se connaître, il y a aussi l'horizon de placement qu'on a évoqué dans cet exemple, et vous allez le retrouver plus loin, mais qui est très important. C'est-à-dire que l'horizon de placement, c'est un peu lorsque je vais investir, quand est-ce que j'aurai besoin de ces liquidités. Et donc, pour ça, en fait, on peut très bien découper et se dire que je vais avoir besoin d'une partie de mes liquidités à court terme, et donc, du coup, les placements seront différents. Une partie de la liquidité dont je vais avoir besoin à moyen terme, parce que j'estime que dans 10 ans, je vais avoir un certain besoin. Et d'autres à très long terme, parce qu'on peut se dire, j'en ai pas besoin. Je peux en avoir besoin, mais pour l'instant, ce n'est pas dans l'air du temps. Donc notre premier exemple, c'est quoi? C'est quel type d'investisseur est présenté? Alors l'investisseur, donc vous avez le slide, donc on est dans un contexte d'inflation, c'est un investisseur qui est averse au risque. Oui. Averse au risque, c'est qu'il n'aime pas le risque, disons-le simplement. Exactement, il a peur des fluctuations de marché et de voir effectivement une baisse de son capital, un horizon long. C'est toujours plus intéressant d'avoir effectivement un horizon plus long, parce que l'univers des possibles est plus riche. Et donc, on l'a évoqué, de par son aversion au risque, la priorité, c'est de préserver le capital. Dans ce contexte, on va avoir un portefeuille qui sera composé principalement d'ETF obligataires. Ce dont on vient de parler. Exactement. Donc, encore une fois, il y a une notion de risque qui est beaucoup plus faible, et on va bénéficier du contexte de taux que l'on connaît actuellement. La version la plus sécurisée des ETF obligataires, ça va être des obligations d'État. Donc, en l'occurrence, on va retrouver les différents pays, où on va avoir un mélange de pays développés. Et donc, effectivement, avec une signature, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est la qualité de crédit. On a beaucoup parlé de la note de la dette française, on est pile dans le sujet là. Et on va avoir les résultats de la note américaine aussi. Mais effectivement, donc, obligation d'État, dès lors qu'on a des inquiétudes sur le contexte inflationniste, on peut sélectionner des obligations d'État indexées sur l'inflation. Ah, ça existe ça, Arnaud? Tout à fait. Déjà, l'État français en émet, et donc du coup, on va les retrouver dans cette famille au sein d'un ETF
spécialisés sur la partie euro ou développée. D'accord. Et donc, on va avoir tendance plutôt à privilégier donc, les marchés développés qu'on a évoqués parce qu'il y a effectivement une notion de risque plus faible que sur les marchés émergents. Et on va pouvoir investir une partie dans les obligations d'entreprise avec une préférence pour les grandes entreprises et multinationales qu'on a évoquées et qui rentrent dans une catégorie. Alors encore une fois, c'est le jargon investment grade. Donc c'est une catégorie d'entreprises de qualité. Oui, c'est ça. La mieux notée. Il faut penser investment grade, c'est les entreprises les mieux notées, les plus solides en tout cas. En cas de récession, il y a un risque plus faible d'avoir un défaut qui est vraiment l'ombre, on va dire, des ETF, enfin de l'obligataire, c'est d'avoir un risque de défaut et c'est pour ça que la diversification qu'on a évoquée, ça réduit très fortement le risque d'être très impacté en cas de défaut d'une entreprise au sein d'un indice. Bien sûr. Donc j'ai ma poche obligataire qui a l'air un petit peu plus grosse que la poche action, voilà, enfin ETF obligataire, mais il y a quand même un petit peu d'action là. Tout à fait. En fait, dès lors qu'on parle d'un horizon long, on l'a dit, en fait, une des règles aussi, c'est que le risque est rémunéré. Donc, il est important de pouvoir intégrer cette notion d'horizon long et donc d'apporter un moteur qu'on dit souvent de croissance qu'on a au travers du marché action, au travers du coup du gisement qu'on a évoqué de l'univers des ETF actions avec des indices très larges. Voilà. C'est quoi à peu près le rapport des deux poches? C'est du 60-40, du 70-30 je ne sais pas si on peut donner une proportion à peu près. 70-30 au vu de la taille des cercles, c'est ce que ça paraît être. Allez, on a une question de Christian très pratique qui nous dit comment savoir si les obligations d'État sont liées à l'inflation? Oui, très bonne question. Comment on les retrouve, ces ETF obligataires qui regroupent des obligations tenant compte indexées sur l'inflation? Dans le nom, on va retrouver en fait le mot inflation. Donc encore une fois, les noms des ETF, et ça c'est pas nous, ils sont en anglais. Ils sont en anglais. D'accord. Donc je dirais qu'on va voir inflation. D'accord. On va le comprendre. Ça pour le coup, on n'est pas trop mal. Et donc on va pouvoir faire la distinction en fonction de la band, devise. Souvent, qui est le nom. Voilà. Quand il y a du inflation et du band dans on va retrouver ETF, le iShares Euro Inflation Linked Government Bonds. Donc là, le nom est long. Mais si j'ai iShares Euro Inflation, voilà, on sait ce qu'il y a derrière. Bon, voilà, on sélectionne déjà, on filtre ETF obligataire et après, quand on voit apparaître le nom d'inflation, il y a fort à parier que ce soit des obligations indexées sur l'inflation. Voilà pour ce premier exemple, on l'a dit, investisseur qui a le temps de conserver, qui a un horizon de placement plutôt long, qui n'aime pas trop le risque. On va prendre maintenant un deuxième profil d'investisseur, profil plus dynamique, et puis un investisseur, Isor l'évoquait tout à l'heure, responsable, qui a envie de donner du sens à son épargne, qui veut faire de l'ISR, investissement socialement responsable. Est-ce qu'on a quelque chose à lui proposer ? Bien évidemment. Donc, quand on parle de profil dynamique, je ne sais pas si c'est. On va comprend en fait, c'est quelqu'un qui a un appétit pour le risque et un peu supérieur au père de famille qu'on avait juste avant. Il a moins peur, donc il peut encaisser des variations de marché. Il a un horizon moyen-long, ce qui est plutôt bon parce que sinon c'est un peu plus problématique de prendre beaucoup de risques. Et donc, dans la composition, vous voyez les bulles, on a une plus forte proportion d'ETF actions. Au sein de ces ETF actions, on va avoir différentes thématiques donc pour intégrer les valeurs que cet investisseur souhaite exprimer. Donc des valeurs au travers de l'ESG. On voit aussi l'apparition d'un label ISR qui est un label d'État et on va retrouver une partie du coup de la gamme de produits au travers de votre screening Boursorama, ces ETF qui sont labellisés et donc avec ces stratégies à impact ou des stratégies plus vertes. Et oui, allez-y Arnaud. Ensuite, sur la partie obligataire, on a effectivement un mélange qui est disponible avec l'intégration de ce profil en plus c'est ce que j'allais dire. De la durabilité. Ça marche aussi dynamique. Sur les obligations ? On l'a évoqué en fait quand on a passé en revue les différentes catégories. On a cette notion à haut rendement. Cette notion à haut rendement, c'est-à-dire qu'on rémunère plus de risques avec plus de rémunération. Et donc, on a un rendement espéré plus important. Donc, on va pouvoir intégrer vraiment ces deux dimensions. La proportion des ETF obligataires par rapport aux ETF actions, l'intégration du volet durabilité et aussi à l'intérieur le côté punchy d'avoir un petit peu plus d'actions, d'ETF actions. D'avoir un peu plus d'actions et d'avoir du haut rendement sur la partie. Sur la partie obligataire.
Ouais, donc on voit bien qu'on peut, même au sein de chaque poche, il y a une qui est plus sûre, mais on peut choisir vraiment de piloter son risque très finement dans les deux poches. Voilà pour ce deuxième exemple. On le disait au début de ce Bourse Live, de cette webconférence. On pense que ce portefeuille 100% ETF, il est aussi très adapté aux investisseurs débutants. Forcément, naturellement, c'est notre troisième exemple. Exactement. Donc, on est sur l'investisseur débutant avec quand même, on note un horizon assez long. Et un attrait pour la finance. Et un attrait pour la finance. Donc, ça fait beaucoup de choses à la fois. Ce qui est intéressant dans ce type de profil, c'est l'horizon long, effectivement. Même l'investisseuse sur la slide. Exactement. Ouais. Et j'espère que Sarah est encore connectée. Exactement. En fait, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va rester sur les gros basiques. Oui. La basique qu'on a répétée déjà plusieurs fois dans ce webinaire, c'est la diversification. Oui. Donc la diversification au sein de, on va dire, entre les poches obligataires et actions. Et là, on le voit assez clairement, on a une poche obligataire qui est plus petite par rapport à la poche action. Oui. On peut se permettre de prendre plus de risques parce qu'on a un horizon long terme. D'accord. Et ensuite, c'est au sein de ces deux poches. En fait, on va essayer de rester très diversifié au sein de ces deux poches. On peut le faire assez simplement avec deux ETF. Sur la partie obligataire, on peut par exemple regarder l'ETF. Alors, l'indice de référence obligataire, il s'appelle le Global Ag. Donc, l'iShares qui va derrière s'appelle le iShares Core Global Aggregate Bond. C'est en fait un ETF obligataire très diversifié. Vous avez plus de 12 000 obligations en portefeuille. Vous allez retrouver de la dette d'État, de la dette d'entreprise, du haut rendement, du investment grade, donc ces sociétés de bonne qualité, et sur tous les pays. Donc ça, c'est une première partie pour la partie obligataire qu'on peut faire du coup en un seul clic. Et on peut aussi répliquer ça sur la poche action avec un ETF du type Action Monde, iShares Core MSCI World. Et là, de la même manière, on va se retrouver avec des sociétés, par exemple des sociétés dans la finance avec Visa, des sociétés américaines de tech avec Microsoft, des sociétés de luxe également. Enfin, on va avoir quelque chose de très varié en termes de pays et en termes de secteur. D'accord. Avec un seul ETF. Exactement. Ouais. Je vais peut-être juste préciser quelque chose, parce que je sais que c'est une question qui revient assez régulièrement. C'est qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on a choisi un ETF extrêmement diversifié comme Action Monde que votre investissement est figé. Déjà, on n'est pas obligé de s'arrêter là, et on va le voir avec cette investisseuse qui est intéressée par la finance. Mais votre investissement, de toute façon, va évoluer assez naturellement. Donc, l'ETF suit l'indice MSCI Monde, qui lui-même, en fait, regarde ce qui se passe dans l'économie réelle et s'adapte en permanence. Je prends un exemple très simple dont on a beaucoup parlé en ce moment. Si on regarde le stock Nvidia, aujourd'hui, c'est la 4e plus grosse pondération à l'intérieur d'MSCI World. À la fin de l'année dernière, c'était la 11e plus grosse pondération. Et il y a 5 ans, c'était la 87e plus grosse pondération. Et tous ces changements, c'est vrai pour d'autres positions comme Microsoft, Apple, elles ont toutes évolué dans la composition de l'indice. Ça se fait en fait sans intervention de la part de l'investisseur. L'indice s'ajuste, enfin, il évolue en fonction de l'économie. Parce qu'on pourrait avoir la crainte de se dire, bon, moi j'ai misé sur un indice et puis c'est que des vieilles gloires de l'économie finalement, et puis je suis complètement has-been, sauf que non, les indices ont leur propre vie. C'est ça, vous n'avez pas à intervenir. Maintenant, si on est intéressé par la finance et qu'on veut affiner, je pense que ce qui est important de dire dans le cas de cet investisseur débutant, c'est qu'on peut venir complémenter et non remplacer ces indices diversifiés avec, par exemple, des thématiques qui vous parlent. On a mentionné tout à l'heure les énergies renouvelables, la sécurité digitale. Donc ça, c'est des choix que vous pouvez venir ajouter en fonction de vos compléments, en fonction de vos convictions. Ouais. Donc voilà, on a là aussi une solution. On voit qu'on arrive avec des ETF à faire vraiment quelque chose de sur mesure. C'était notre troisième exemple. Sur le quatrième, on va être là sur un investisseur qui, lui, n'a pas peur du tout, on va dire. Tolérance élevée au risque, recherche de rendement élevé. Quand on est comme ça, c'est aussi une investisseuse, d'ailleurs elle a le sourire, elle a la banane. Comment on fait ce portefeuille beaucoup plus agressif, on va dire, dans le bon sens du terme? Alors, le premier point que j'ai mentionné, parce que, comme vous le dites, Laurent, on parle d'agressivité, entre guillemets, parce que la personne cherche du rendement élevé, elle est prête à prendre du risque, mais on garde quand même le concept de diversification. La diversification, c'est pour tout type d'investisseurs, sans aucune exception. On garde d'ailleurs la poche ETF obligataire, elle ne disparaît pas pour autant. Elle ne disparaît pas, elle s'est fortement réduite, la poche action a fortement augmenté en relatif, mais elle reste tout de même là, ça reste un coussin de sécurité qui est nécessaire et qui est au bénéfice de son portefeuille général.
Maintenant, je pense que dans le cas précis de cet investisseur, il y a quand même plusieurs choses à faire. Elle veut clairement cibler des rendements élevés. Oui. Donc là, elle va devoir s'appuyer sur ce que mentionnait Arnaud tout à l'heure. C'est vraiment les outils de recherche qui sont mis à disposition pour pouvoir filtrer tous ces ETF et toutes ces possibilités qui existent. Et la deuxième chose sur laquelle elle doit être attentive, c'est de ne pas sélectionner en fait, des ETF qui seraient trop corrélés entre eux. Oui. Je vais peut-être prendre un exemple pour un peu caricatural, mais l'idée, ce n'est pas d'aller sélectionner, par exemple, un ETF sur les semi-conducteurs et d'aller sélectionner un ETF sur le pays de Taïwan. Oui. Pourquoi ? Parce que vous allez peut-être investir 2 fois sur les mêmes entreprises, ce qui n'est pas le but, pas le but dans votre investissement. Donc, c'est plutôt d'aller chercher des thématiques sur lesquelles elle a de fortes convictions. Là encore, on en a parlé, il y en a énormément. Ça pourrait être la digitalisation de l'économie. Elle peut aller aussi sur des pays très précis, des pays émergents. Elle peut aller sur la Chine, l'Inde, en fonction vraiment de ce qu'elle recherche, tout en restant dans une poche relativement diversifiée et en essayant de ne pas prendre des choses trop corrélées. Sarah est encore avec nous, donc je vous rassure. Je pense qu'elle est motivée sur peut-être un ou l'autre des portefeuilles. Elle pose cette question intéressante. Si tout le monde ne prend que des ETF, que vont devenir les actions classiques ? C'est une façon de réfléchir à finalement qu'est-ce qu'un ETF. On pourrait là aussi, et comment ça fonctionne si on rentre dans le détail très pratique. Alors déjà, je pense qu'il y a 2 choses à faire. C'est qu'on peut faire un portefeuille 100% ETF et quand vous choisissez des ETF actions, vous êtes entre guillemets investi sur des actions. C'est ça en fait, c'est ce qu'il faut préciser. Oui. Oui. Vous êtes investi sur des paniers d'actions. C'est assez intéressant parce que dans certains cas, je pense que ça permet de rendre justement l'accès aux actions plus simple pour tout le monde. Parce que si je prends certaines actions, elles vont avoir une valeur qui n'est pas forcément accessible à tous. C'est sur le luxe par exemple. Sur le luxe, LVMH, je pense que ça doit être à peu près 800 LVMH, oui. euros. Hermès, c'est plus de 1 000 euros. Voilà, Hermès, plus de 1 000 euros. Et on peut donner plusieurs exemples. Même Microsoft, ça doit être aux alentours de $300 dans ces environs. Ça a quand même une différence et un impact en termes d'accès par rapport à un ETF. Ça, on parlait d'accessibilité, là, c'est un peu compromis. Exactement. Donc, je pense que c'est, pour moi, la première chose, c'est que quand on ouvre l'ETF, et vous pouvez voir en toute transparence, vous allez retrouver ces noms, vous les détenez au sein de l'ETF. On va terminer, là aussi, sur un sujet d'actualité. Il y avait une enquête qui est parue récemment qui montrait qu'effectivement, beaucoup de Français commençaient à se dire qu'il fallait épargner aussi pour sa retraite. Et pourquoi pas, épargner avec des ETF pour préparer sa retraite. C'est le dernier exemple. C'est un exemple, entre guillemets, la réglementation française nous facilite un petit peu la direction ici. Oui. Parce qu'il y a un dispositif français qui existe, qui est le PER, le plan épargne retraite. Oui. On parle parfois de PER1 pour plan épargne retraite individuel. Donc il y a en plus une fiscalité avantageuse. Et on voit que là, vous mentionnez Matelas, qui est le PER proposé par Boursorama. C'est un PER qui est 100% investi en ETF. D'accord. Alors pourquoi, dans le cadre d'une retraite, ça fait sens d'être 100% en ETF ? Simplement parce que horizon retraite, vous êtes un horizon relativement lourd. En tout cas, pour certains d'entre nous, ça peut être 20 ans, 25 ans, etc. Il peut encore reculer, visiblement. Oui. Exactement. Ce qui veut simplement dire que, en fait, plus vous avez de frais sur votre investissement, plus les frais vont venir sur le long terme rogner votre capital. On l'a dit, les ETF, c'est des produits financiers avec des coûts relativement faibles, donc vraiment appropriés pour cette épargne de long terme. L'autre point spécifique qu'on voit sur cette slide, c'est que sur les PER Matelas, donc on est sur 100% ETF, 100% ETF durable. C'est vrai qu'on est aussi sur du long terme, donc on peut, pour ceux que ça intéresse, en tout cas, envisager de le faire en prenant en conscience toutes les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Un dernier point à mentionner, on a parlé des différents profils. Je crois que c'était le profil dynamique qui était mentionné par Arnaud tout à l'heure. Ces profils, en fait, c'est votre appétence au risque. Dans le cas d'un PER, vous allez avoir ce qu'on appelle une gestion pilotée à horizon. D'accord. La partie gestion pilotée, ça veut dire que cette gestion, elle va faire l'allocation, elle va être faite pour vous. D'accord. En fonction justement de votre profil de risque. Donc si vous êtes plutôt dynamique, vous aurez effectivement plus d'actions que d'obligations, mais ça c'est géré pour vous au sein du PER par un expert. Et la dernière partie qui est à horizon, donc gestion pilotée à horizon, c'est simplement que là aussi, sans aucune intervention de votre part, quand vous allez approcher l'âge de la retraite, votre portefeuille va être désensibilisé, c'est-à-dire qu'on va diminuer les parties les plus risquées, donc les actions notamment, au profit d'investissements moins risqués au sein de votre PER. On n'a pas envie de mauvaises surprises en bout de course. Pas en bout de course, oui. Bon, voilà pour ces 5 exemples. On espère que vous êtes retrouvés dans l'un d'entre eux et que ça vous a donné des petits trucs, des petits moyens d'investir très concrètement. Si on devait résumer, pour finir, Arnaud, cette construction du portefeuille 100% ETF en quelques points, quelles sont les étapes du succès ?
Écoutez, on l'a donc résumé. On a compris pourquoi est-ce qu'on veut investir en ETF pour avoir accès à la diversification. On a besoin de se connaître, comme on l'a évoqué, donc c'est-à-dire définir un horizon de placement. Quand est-ce que je vais avoir besoin de ces disponibilités? Ensuite, on va se servir de l'outil mis à disposition par Boursorama pour pouvoir filtrer et comprendre au sein de mon appétence pour le risque et donc mon profil où je vais retrouver les ETF, où je vais retrouver ceux qui sont plus dynamiques, donc avec un rendement supérieur pour la partie obligataire, où je vais retrouver effectivement les différents choix portés sur la partie action, donc avec l'appétence pour la thématique, pour les thématiques vertes ou pour des thématiques plus technologiques, et pouvoir effectivement faire ces choix et ensuite être guidé pas à pas par Boursorama sur le côté exécution. Donc encore une fois, on est sur des outils qui sont très accessibles d'un point de vue trading. Donc c'est des outils qui sont cotés en bourse, tout comme une action. Et ensuite, tout le cheminement se fait de manière très très simple, entre guillemets, par la tuyauterie de Boursorama. Oui, et puis je voulais dire, on mettra en lien le webinaire où Andrea Damiano explique tout ça très très bien, vidéo à l'appui. Voilà, merci à tous les deux pour cette présentation. On va passer aux questions. Je pense qu'elle est pour vous celle-là, Arnaud, puisqu'on reste dans la thématique du dividende. Pour les ETF réinvestissant des dividendes, y a-t-il prélèvement de flat tax? Quelles sont les commissions moyennes des banques proposant des ETF? Alors déjà, oui, est-ce que si je reçois des dividendes dans mon ETF, est-ce que je suis taxé? Alors, tout à fait. Donc, on l'a évoqué, en fait, les dividendes sont réinvestis, mais ensuite perçus par l'investisseur, ou alors réintégrés dans le capital. Donc, dans le cas où elles sont versées, effectivement, tout comme une action, je vais être sujet à la partie donc de taxes. Et donc, là, c'est le même choix que sur une action. Donc, il y a le barème pour certains au choix ou la flat tax pour d'autres. Et si on revient sur la deuxième partie de la question, donc je ne sais pas si ça faisait référence à est-ce que la banque ponctionne directement la taxe. Donc là, non, la réponse est non. C'est vraiment au travers de l'IFU, pour ceux qui connaissent, donc le programme l'IFU, c'est l'imprimé fiscal unique. L'imprimé fiscal unique, dans lequel on va retrouver tous les éléments de fiscalité au sein de sa propre déclaration. Et tout se fait à ce moment-là. Si la question était... La deuxième partie de la question, c'était sur les commissions. Là, on peut reparler de Bourse Market. Là, exactement. Donc là, si c'est pour l'accessibilité à l'ETF, là, il y a des différences, clairement. Et donc, dans le cadre de Boursorama, on le répète très souvent, et du partenariat, on a effectivement un accès à Bourse Market, 0 frais d'accessibilité pour les ETF. Voilà, 0 € de frais de courtage. Peut-être, Laurent, pour faire un lien avec ces deux questions qu'on a eues sur la distribution de dividendes et la typologie des ETF actions qui existent, en fait, c'est vrai qu'on peut, et certains le font, utilisent les ETF pour en fait se construire une épargne complémentaire ou des revenus complémentaires. Des ETF de rendement, comme on fait avec les valeurs de rendement. Exactement. Et en fait, on peut, entre guillemets, sélectionner des ETF. Je pense aux thématiques. Quand vous avez des ETF sur l'immobilier, des ETF sur l'infrastructure, là, on est vraiment sur des typologies de secteurs qui vont avoir des revenus récurrents et qui ont tendance à verser des dividendes. Ça peut être une option. On sait aussi qu'entre les sociétés américaines et les sociétés européennes, vous allez peut-être avoir un peu plus de dividendes sur les sociétés européennes. Et donc ça, c'est des choix qu'on peut faire au travers des ETF. C'est un 6e profil à faire pour la prochaine édition du 100% ETF. C'est bien d'avoir des idées comme ça, Isor. On l'a évoqué dans le webinaire, on va peut-être le rappeler parce que, oui, on peut se poser la question, quels sont les avantages des ETF par rapport aux actions? Quels sont les inconvénients? Quel suivi pour les ETF concernant plusieurs actions? Déjà, on peut dire que les ETF concernent toujours plusieurs actions. Donc, voilà. Exactement. Par construction, même dans les plus restreints, le CAC 40, c'est probablement un des indices les plus restreints. Vous avez quand même plusieurs actions, 40 dans ce cas présent. Les avantages, on les a déjà cités, c'est la diversification. C'est vraiment le point, je pense, clé. On a parlé un petit peu de l'accès par rapport aux actions tout à l'heure. Mais peut-être pour aller un petit peu plus loin sur ce que permet cet accès, parce qu'à moindre coût, ça va permettre en fait beaucoup plus de stratégies d'investissement qui sont celles de lisser ces points d'entrée. Le fait de pouvoir commencer à 25 €, ça veut dire que quelqu'un, même avec des revenus, avec tout type de revenus, va pouvoir peut-être mettre tous les mois 25 €, 50 €, voire plus, en fonction de chacun, sur un ETF. Et ça, c'est vraiment une stratégie d'investissement saine. Ça va vous permettre en fait d'être moins sensible aux fluctuations du marché. Très clair. Question aussi, parce qu'on a dit qu'on pouvait investir dans
beaucoup de classes d'actifs avec les ETF. Du coup, j'ai eu 2 questions posées au moment de l'inscription. Y a-t-il des ETF orientés sur le lithium, le métal, le lithium ou l'uranium? Et puis une deuxième qui est un petit peu proche, pouvez-vous évoquer les ETF sur les matières premières et sur l'or? Alors, est-ce qu'on peut faire tout ça avec un ETF, Isor? Alors, on peut faire beaucoup de choses. Pas encore le lithium, l'uranium, Bon. en tout cas pas dans la gamme iShares. En revanche, on peut regarder les matières premières. On peut les regarder. Et d'ailleurs, en ce moment, je pense qu'avec la réouverture de la Chine, les problèmes de logistique, etc., qu'on avait connus après Covid qui s'effacent, on a vu une forte demande sur ce type de produit. Oui. On propose un produit qui s'appelle iShares Diversified Commodity Swap. Alors le nom, je suis désolée, Comme d'habitude, est terrible. on a l'habitude depuis ce webinaire. Hein, on en mettra certains en lien pour les retrouver plus facilement. Alors heureusement, vous avez le moteur de Ouais. recherche qui va vous aider. Cet ETF, je précise, il est éligible au PEA et il va investir de manière très diversifiée sur les matières premières. Vous avez plus de 20 matières premières. D'accord. Vous allez avoir certaines, comme vous le mentionnez, qui sont plutôt les matières précieuses comme l'or et l'argent. Mais vous allez aussi avoir des matières agricoles avec du blé, du soja et même des matières industrielles comme l'aluminium. D'accord. Donc ça, c'est possible. Et maintenant, si on veut être vraiment spécifique, Oui. pas sur l'uranium, mais sur l'or, vous pouvez le faire de manière indirecte sur les ETF en investissant, en fait, je pense à iShares Gold Producer, vous investissez en fait sur les sociétés aurifères. D'accord, les sociétés minières en fait. Exactement. Qui minent de l'or. Transition toute trouvée puisque vous avez évoqué le PEA. Isor, les ETF sont-ils éligibles au PEA et si oui, lesquels? Ça, c'est une question pour Arnaud, ça je suis sûr. Je pense que vous avez déjà la réponse en image. Donc oui, bien sûr, certains ETF, donc une partie de la gamme, est éligible au PEA, au plan d'épargne action, dans lesquels vous allez retrouver principalement des ETF dont l'indice et donc l'univers est représenté par des actions européennes, puisque c'est les fondements de cette poche. Et donc vous allez retrouver à la fois la partie France, Eurostock 50, donc on est vraiment sur un univers Eurozone, d'autres versions effectivement avec intégration de durabilité comme vous voyez, avec un petit label ISR effectivement sur un univers IMU. IMU c'est vraiment encore une fois l'Eurozone avec un peu plus de diversification que ce qu'on peut connaître sur la partie Eurostock 50 qui n'a que les plus grosses 50 capitalisations boursières évidemment. Ensuite, vous allez avoir des secteurs du type bancaire, technologie, automobile, que vous allez retrouver au sein de cette famille. Des familles, donc pays effectivement avec le DAX et comme Isor l'évoquait, une partie sur les matières premières. Avec que vous retrouvez le au milieu en Commodity bas. Swap UCITS ETF, Diversified Commodity. Exactement, qui en fait dans la mécanique détient malgré tout au sein de son portefeuille ces fameuses actions européennes qui permettent cette éligibilité. D'accord. Alerte jargon pour les gens qui regardent ces slides en disant mais qu'est-ce que c'est SRRI 765432110? Non, il n'y a pas ça, hein, c'est 567. C'est effectivement en fait un très bon indicateur pour l'investisseur qui a un appétit pour le risque bien défini. D'accord. Parce que c'est effectivement un indicateur de risque. Et lorsqu'on voit le 6 et 7, on est en général sur un haut de fourchette, puisque ça va jusqu'à 7. Et effectivement, ici, on parle et on a exclusivement des ETF sur l'univers action. Donc on est déjà dans la catégorie plus risquée. Et on a un niveau de diversification qui est probablement plus faible que lorsqu'on est sur des indices très très large monde qui bénéficient d'avoir un niveau de risque plus faible. D'accord. On est sur le haut de fourchette. C'est très clair. On a une question très pratico-pratique et pourtant je l'aime bien parce que finalement elle résume bien un cas concret. Pour un placement avec un horizon de 15-20 ans, là on a du temps, sur un PEA, 250 000 € pour un jeune n'ayant aucune compétence, comme ça, et appétence à la gestion, c'est clair. La solution d'un seul ETF, bah oui, la simplicité MSCI World est-elle viable ou faut-il une autre solution? Allez, all-in, hyper diversifié, moi j'ai retenu ce qu'on m'avait dit, hyper diversifié, les basiques, hop, j'y vais. Déjà, le MSCI World au sein d'un PEA, ça va être compliqué, non, Isor? C'est ça, là, il y a plusieurs points dans la question, je pense. Alors, on rejoint complètement le cas pratique du débutant, qui avait un horizon long et sur lequel l'action, du coup, faisait sens, l'action ultra diversifiée. On sent presque le papa qui veut mettre un truc pour son fils, enfin, je sais pas. C'est ça, là, en tout cas, dans ce contexte, ça peut coïncider avec l'horizon de temps, etc., qui est donné dans l'exemple. En revanche, il y a peut-être 2 points, moi, qui me sautent un petit peu aux yeux dans la question. La première, ça va être
investir tout d'un coup. Je pense qu'on en a un petit peu parlé. L'idée de lisser ses points d'entrée et de ne pas investir sous son capital d'un coup, ça fait sens. Pourquoi? Simplement parce que si vous investissez les 150K directement, vous entrez sur un niveau de marché. Alors, vous allez peut-être être très chanceux, mais peut-être pas. Si vous l'investissez au fur et à mesure, vous allez investir de temps en temps quand le marché est plus haut, de temps en temps quand le marché est plus bas. Et en fait, vous allez venir moyenner, lisser vos points d'entrée et vous serez du coup beaucoup moins sensible à tout ce qui se passe. Fractionner cette grosse somme en plein de petites sommes qu'on va investir mois après mois, pour le dire très En tout cas, oui, c'est une stratégie d'investissement qui peut faire sens. D'accord. Un autre point, c'est ce que vous mentionnez, on est sur du monde dans un PEA. Le PEA, c'est plutôt une enveloppe qui a été dédiée pour venir soutenir les économies européennes. Donc les produits éligibles au PEA sont souvent des produits de type européen, comme on le voit sur la slide qu'a expliqué Arnaud. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire dans la gamme disponible sur le PEA. Question là aussi très concrète. Combien d'ETF dans un portefeuille? Quelle périodicité d'arbitrage? Quels ETF thématiques? Alors là, il va falloir sortir votre boule de cristal, porteur de croissance pour la période 2023-2025. En tout cas, déjà sur les deux premiers aspects, peut-être, Arnaud. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? En fait, c'est une très bonne question, parce que je pense qu'on l'évoque assez peu souvent, mais elle est très pertinente sur combien d'ETF dans mon portefeuille. Et en fait, pour revenir sur tous les points qu'on a évoqués, le mot magique qui revient le plus souvent, diversification, en fait, on a effectivement une amélioration du profil de rendement par rapport à mon risque lorsque j'ai cette diversification, mais jusqu'à une certaine tendance. Donc si on regarde une sorte de graphique, on va voir l'impact positif de pouvoir ajouter un deuxième, un troisième, un quatrième, mais à un certain moment, on va avoir un plateau, et donc ça n'a absolument plus d'intérêt. Je vais essayer de le schématiser. Si je me dis, OK, je crois en l'automobile, en la technologie, la santé, etc., je vais recomposer, et un petit peu des États-Unis, mais aussi la France, etc., je vais me retrouver en fait avec exactement le profil de risque-rendement du MSCI World qu'on évoquait. À force de les accumuler. De jouer la diversification, je vais avoir effectivement quelque chose de très générique que j'aurais pu avoir un accès avec un seul. Alors, il n'y a pas de risque en soi à avoir trop d'ETF parce que efficient, je ne rajoute pas des couches de frais. En fait, c'est toujours le même frais, coût d'accès. Ce n'est pas parce que j'en ai deux que c'est 2 fois plus cher. C'est par rapport au montant. Il faut comprendre ça, bien sûr. Et puis en plus, on a un accès gratuit, donc on n'accumule pas nécessairement plus de couches de frais. Mais ça apporte peu d'intérêt d'avoir plus que 15 ETF dans un portefeuille. C'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal, effectivement. C'est déjà très, très diversifié. Alors effectivement, si on n'est que sur des indices extrêmement larges, là on peut réduire effectivement le nombre de... 4-5 ça suffit? 4-5 ça peut suffire, dès lors qu'on a pu effectivement se poser les questions sur le niveau de diversification de chacun des ETF. Sur l'arbitrage, est-ce qu'il faut faire du day trading sur ces ETF? Eh bien, là-dessus, on va être plutôt avoir tendance à dire pas tant que ça, parce qu'on l'a évoqué, en fait, il y a déjà une façon d'investir avec cette notion de lisser dans le temps qui est vraiment très important. Donc, si on n'appelle pas ça arbitrage, parce que c'est pour passer de l'argent à l'investissement, donc on va le faire en plusieurs temps. Et ensuite, c'est extrêmement dur de pouvoir avoir une vue sur les évolutions de marché et se dire maintenant c'est un meilleur moment d'investir que demain, et donc de se dire je vais tendance à désinvestir maintenant parce que je pense que le marché est très élevé. Il y a énormément de recherches, d'analystes et d'experts qui regardent les marchés pour justement l'évaluer. Donc c'est-à-dire que la valorisation des marchés aujourd'hui est un reflet des milliers d'experts en la matière. Donc, pour se dire qu'on a ce niveau de connaissance pour alors ce qu'on appelle dans le jargon timer le marché, donc c'est vraiment de se dire rentrer au bon moment, sortir au bon moment. Sortir au même moment, c'est quand même un peu plus difficile. Donc, il y a effectivement des arbitrages qui doivent être faits en fonction de l'évolution de son appétit au risque, de l'évolution de la performance de son portefeuille, si on se dit finalement je suis satisfait de ça, ou de l'horizon de placement qui serait modifié. Donc là, oui, bien évidemment, mais pas juste pour se dire que le marché est trop haut ou trop bas. Peut-être rapidement, parce que je vois l'heure tourne et il nous reste encore quelques questions. Les ETF thématiques porteurs de croissance, la question boule de cristal. Effectivement, donc les thématiques, on va les retrouver dans certaines catégories.
de la gamme. En fait, cette notion de thématique, c'est vraiment de se dire on est sur des tendances très longues, structurantes de notre économie. Ils ont été sélectionnés, encore une fois, par des professionnels. Donc, il y a vraiment cette recherche qui a été faite. Ça va être difficile, en fait, de pouvoir éliminer des thèmes. L'un plus que l'autre. Je vais plutôt, en fait, en énumérer qui devrait parler à tout le monde. Oui. On a le thème du vieillissement de la population, je pense que c'est indéniable, et donc du coup la sélection est faite sur des valeurs qui bénéficient de ce vieillissement. Donc il y a des sous-secteurs qui sont impactés par le fait d'avoir besoin de plus de dépendance lorsqu'on a cette vieillesse. On va avoir la robotisation de l'économie, donc on en parle effectivement, la technologie avec des segments de la technologie. Isor parlait des semi-conducteurs qui peuvent être un thème, thématique un sous-thème en fait de la technologie, mais qui est très impacté et qui est impacté directement par l'intelligence artificielle qu'on a évoqué aussi précédemment. Avec Nvidia. On va avoir effectivement des thèmes qui sont plutôt sur la durabilité. Oui. On fait tous face à la réalité des changements climatiques. Et effectivement, il y a des solutions, des entreprises qui apportent des solutions à ça, qui sont regroupées au travers d'ETF thématiques là-dessus. On pense à Global Clean Energy, qui est vraiment sur ces énergies vertes pour proposer des solutions. Et donc c'est plutôt choisir les thèmes qui nous parlent en fait. J'ai l'impression quand je vous écoute Arnaud de savoir ceux sur lesquels on se retrouve le plus. Allez, on va prendre 3 dernières questions. Jean-François nous demande, question intéressante aussi, 2 ETF sur le même indice, donc j'imagine sans doute d'émetteurs différents, auront-ils la même performance aux frais de gestion près ou peut-il y avoir une dérive de quelques pourcents par rapport à l'indice ? Alors, c'est une très bonne question. On va parler... Je vais essayer Il va falloir faire simple et rapide. Simple et rapide sans essayer de nous vanter au sein d'iShares et BlackRock. En fait, il y a une espèce de cercle vertueux. Donc, il peut y avoir des écarts. Les frais de gestion, c'est une dimension et c'est vraiment pas la seule dimension. Plus un ETF est gros en termes d'encours, plus il va bénéficier d'économies d'échelle, plus il va pouvoir avoir une réplication très fine de son indice parce qu'on va avoir davantage d'encours et davantage d'actions pour pouvoir répliquer un indice. Et donc oui, il va bénéficier d'écarts de gestion, donc d'écarts de performance plus faibles par rapport à son indice qui est vraiment la mesure d'efficience sur ces ETF. D'accord. Question d'Alain. En pratique, quel moteur de recherche pour sélectionner les ETF ? Alain, j'ai envie de vous dire, celui de Boursorama, dans la rubrique ETF, avec ce travail de filtrage. Il y en a un aussi sur le site d'iShares qu'on peut retrouver éventuellement ? Tout à fait. Voilà, donc l'un ou l'autre, mais en tout cas, rien qu'avec celui que vous avez sur Boursorama, vous pouvez filtrer les différentes catégories, les thématiques, et vous allez voir, avec des petites étiquettes, c'est très simple, et ça se fait très bien. Ah, on ne l'avait pas eu, cette question de Lucas. Qu'en est-il ? Voilà, on va terminer par une question technique, ça va plaire à Arnaud. Qu'en est-il des ETF synthétiques ? On n'a pas parlé des ETF synthétiques encore. Donc, on va reparler un petit peu de la construction. Oui. ETF physique, on a l'intégralité des valeurs qui composent. Donc, on va retrouver le fameux LVMH, Nvidia ou autre au sein. Où on a en fait un package. Donc, on est toujours sur un ETF, la même enveloppe. Mais à l'intérieur, on va avoir un instrument qui est un swap qui réplique la performance de l'indice en question. D'accord. Mais en fait, cet instrument va être entre la société de gestion qui gère cet ETF et une banque d'investissement. C'est un peu moins transparent du coup qu'une réplication physique là. C'est bon. C'est un peu moins transparent. Maintenant, on parle d'un indice et on parle encore une fois d'une industrie qui est très réglementée. Donc, on a l'intégralité de l'indice par transparence. Et ce qu'on va avoir en contrepartie par rapport à un ETF physique, on va avoir l'intégralité du collatéral, donc c'est-à-dire en fait des valeurs que l'ETF va détenir en contrepartie de ce contrat qui permet d'avoir la performance. D'accord. Et donc, on va se retrouver avec un ETF qui, in fine, n'a pas spécialement un risque très supérieur à une réplication physique. On va surtout y avoir accès lorsque ça a un intérêt de par la nature des valeurs en question. Donc, dans le cas d'un CAC 40 ou d'un Eurostock 50, ça a un intérêt plus limité que dans le cas des matières premières qu'on a évoquées, qui est une structure de swap, parce qu'en fait, on a
tout simplement pas la possibilité d'acheter toutes les matières premières et de les stocker dans notre garage ou chez notre dépositaire. L'uranium, j'ai pas forcément envie de le stocker en plus. Voilà, on arrive au terme, il est 19h37, on arrive au terme de ce Bourse Live. Ils ont répondu à toutes les questions, Isor a même survécu à une quinte de tout redoutable. Merci beaucoup à nos experts pour toutes ces précisions et toutes ces explications. Merci à vous. Merci. Et je le rappelle, si vous n'avez pas pu tout voir, eh bien, tout sera en ligne sur le site de Boursorama, le replay, d'ici quelques jours, j'espère. On n'est pas toujours suffisamment rapide, donc on va essayer d'aller au maximum pour que vous puissiez le visionner très rapidement. Et puis là aussi, restez encore avec nous quelques minutes, le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et à très bientôt.